Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la suite des exercices du chapitre 1 des mathématiques discrètes. Commençons alors par l'exercice 1.11. On note P, X, Y, le prédicat pour des nombres X et Y réels. X plus Y carré est strictement positif. Étudie si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. La première affirmation: il existe au moins un X tel que il existe au moins un Y tel que PXY est vérifié. Alors, avant de chercher la valeur de vérité de ces affirmations, je vous rappelle qu'on utilise ces deux symboles. Alors, pour les quantificateurs, ce premier symbole, c'est pour le quantificateur existentiel. Il existe au moins et le deuxième symbole pour le quantificateur universel, quel que soit ou pour tout. Alors revenons à notre affirmation. Est-ce qu'il existe au moins un Y tel que il existe au moins, est-ce qu'il existe au moins un X tel que il existe au moins un Y tel que PXY est vérifié? La réponse est oui. Donc, vrai. Parce qu'on pourra trouver au moins un exemple pour x et y tel que x plus y carré est strictement positif. La deuxième affirmation: quel que soit x, il existe au moins un y tel que pxy est vérifié. Donc la question ici, est-ce que pour n'importe quelle valeur de x, on pourra toujours trouver un y qui permet de vérifier pxy? La réponse, c'est oui. Vrai. En effet, ici, donc pour l'affirmation B, pour n'importe quelle valeur de x, il suffit de choisir y tel que y carré est supérieur strictement à moins x. En effet, lorsqu'on a une expression dans laquelle on a des quantificateurs, alors il faut faire attention à l'ordre des quantificateurs. Dans la première affirmation, par exemple, on a seulement le quantificateur existentiel. Et dans ce cas, l'ordre n'a pas d'importance parce qu'on a le même quantificateur. Or, dans la deuxième expression, puisqu'on a deux types de quantificateurs différents, alors il faut faire attention à l'ordre. D'ailleurs, ici, lorsqu'on dit pour tout x, il existe un y, on peut dire que y dépend de x. On peut même rajouter x comme indice. L'idée de cet exo, c'est de savoir lire les affirmations pour pouvoir déterminer si elles sont vraies ou fausses. Alors, pour l'expression ou l'affirmation C, quel que soit y, il existe au moins un x tel que pxy est vérifié. C'est-à-dire, est-ce que pour n'importe quelle valeur de y, on pourra trouver au moins un exemple pour x permettant d'avoir x plus y carré strictement positif? La réponse est oui. Donc cette affirmation est vraie. Il suffit de choisir x tel que x est supérieur strictement à moins y carré. Expression ou affirmation D. Il existe au moins un x tel que
quelle que soit la valeur de y, on aura x plus y carré supérieur strictement à 0. En effet, ici, il faut savoir que lorsqu'on dit il existe au moins un x qui est le même pour tout y. Donc, x est le même pour tout y un réel. Alors, la question ici, c'est est-ce qu'on pourra trouver au moins un seul exemple pour x qui permet de vérifier x plus y carré strictement positif, quelle que soit la valeur de y? La réponse est oui. D'ailleurs, un exemple simple pour x égale 1, alors on aura toujours 1 plus y carré supérieur strictement à 0, quelle que soit la valeur de y. Affirmation E. Il existe au moins un y tel que, quel que soit x, on aura toujours x plus y carré strictement positif. Est-ce qu'on pourra trouver une valeur pour y qui permet de vérifier x plus y carré strictement positif pour n'importe quelle valeur de x? La réponse ici, c'est non. En effet, si on suppose, que on a trouvé x, ou plutôt y, qui permet de vérifier pxy pour n'importe quelle valeur de x. C'est-à-dire, et que cette valeur de y égale y0. Donc, si on fixe y à y0. Alors, x est un réel. Alors, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Puisque x varie de moins l'infini à plus l'infini, alors x pourra avoir la valeur de moins y0 carré. Et dans ce cas, on aura x plus y carré qui est égal moins y0 carré plus y0 carré qui est égal à 0. Alors, pxy n'est pas vérifié. X plus y carré est égal à 0. Alors, P n'est pas vérifié. Et donc, l'affirmation E est fausse. Alors, la dernière affirmation, est-ce que pour n'importe quelle valeur de x et n'importe quelle valeur de y, on aura toujours pxy vérifié? Alors, la réponse est non. Alors, si l'expression n'est pas vérifiée pour donc un seul exemple pour y, alors elle ne pourra pas être vérifiée pour n'importe quel x et pour n'importe quel y. Passons maintenant à l'exo suivant, le 1.12. Écrire la négation des propositions suivantes. Donc, je vous rappelle que la négation de quel que soit x égale il existe au moins un x tel que. On peut aussi l'écrire sur la fin. Donc, il existe au moins un x
tel que, en utilisant le slash pour dire tel que. D'ailleurs, si on fait la négation de il existe au moins un x tel que, on trouvera quel que soit x, on a tel ou tel prédicat qui vérifie. Alors, commençons par la négation de la première proposition. La négation de quel que soit x, p, x. Alors, la négation de cette proposition est il existe au moins un x tel que p de x n'est pas vérifié ou p de x bar. La deuxième expression, on cherche la négation de quel que soit x, p de x ou q de x. Alors, la négation de cette proposition est il existe au moins un x tel que, donc ici on va appliquer la loi de Morgan, p de x bar et q de x bar. La négation de la proposition C. Alors, il existe au moins un x tel que p de x ou q de x. La négation de cette proposition est quel que soit x, p de x bar et q de x bar. Passons à l'affirmation ou la proposition D. La négation de il existe au moins un x, on a non p de x ou q de x. Donc la négation est quel que soit x, la négation de p est p. Donc p de x et q de x bar. Ensuite, on a la négation de la proposition E. Alors, avant de chercher la négation de la proposition E, juste une petite remarque concernant cette proposition. Alors, si on cherche la fonction logique euh, qui représente cette expression, on a, donc, quel que soit x, p de x et q de x, ou p de x bar et q de x bar. C'est-à-dire, cette proposition est vraie dans deux cas, ou vérifiée dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsque P de x est vrai et Q de x vrai. Le deuxième cas, c'est lorsque P de x est fausse et Q de x est fausse. Donc, on a P et Q ou non P et non Q. C'est-à-dire la proposition est vraie lorsque, donc, ou bien les deux propositions sont vraies au même temps ou elles sont fausses au même temps. Donc, lorsqu'on dit vrai au même temps, fausse au même temps, on parle de l'équivalence. Cherchons maintenant la négation de la proposition E. Donc, il existe au moins un x tel que P de x bar ou Q de x bar. Et
P de x ou Q de x. Si on développe cette expression, on aura, il existe au moins un x tel que P de x bar et P de x, ou P de x bar et Q de x, ou Q de x bar et P de x, ou Q de x bar et Q de x. Alors ici, on pourra simplifier par P de x et P de x bar qui vaut 0, Q de x et Q de x bar qui vaut aussi 0. Alors finalement, on a, il existe au moins un x tel que, donc P de x et Q de x bar, ou Q de x et P de x bar. Alors, quel opérateur logique ici? En effet, la proposition est vraie lorsque P de x est vrai, mais Q de x est faux, ou Q de x est vrai et P de x est faux. C'est-à-dire, un des deux prédicats est vrai, mais pas les deux en même temps. Donc, P ou Q, mais pas les deux en même temps. On parle ici du ou exclusif, ou encore donc, appelé XOR. C'est P de x XOR Q de x. Donc, c'est le ou exclusif. Alors, pour G maintenant, donc la négation de la proposition G, c'est, donc il existe au moins x pour donc, quel que soit x, tel que, quel que soit y, on a pxy, donc le nom pxy, ou non q de x. Finalement, donc on a oublié la négation de f. La négation de f, c'est quel que soit x, il existe au moins un y, tel que, quel que soit z, on a donc, x carré plus 3yz moins 2xz carré. Donc la négation de supérieur strictement à 0, c'est inférieur ou égal 0. En effet, la négation de A inférieur strictement à B égale A supérieur ou égal B. Et la négation de A
supérieur strictement à B et A inférieur ou égal à B. Alors, il nous reste maintenant la négation de H. Il existe au moins un x tel que quel que soit y p de x, y est non, entre parenthèses, q de x, y ou r, x, y. Alors la négation c'est, quel que soit x, il existe au moins un y tel que non p, x, y ou la négation de q de x, y ou r de x, y. Or, on sait que la négation de la négation d'une proposition P égale la proposition P. Dans ce cas, on a la négation de cette expression qui est égale à Q, X, Y ou R, X, Y. Et puisque le OU donc, est associatif, alors pas besoin de mettre les parenthèses. Alors, juste une remarque avant de passer à l'exo suivant. En effet, la négation de quel que soit x un réel et il ne faut pas faire la faute de dire qu'il existe au moins un x qui n'appartient pas à y. Donc ça, c'est faux. Il faut faire attention parce que la négation ne concerne pas le domaine de définition. Et d'ailleurs, la négation est et il existe au moins un x réel. Donc le domaine de définition reste le même, même si on a la négation de l'expression. Passons maintenant à l'exo suivant, donc le 1.13. Alors, on considère l'ensemble E égale A, B, C. La première question, déterminer toutes les partitions de E en deux sous-ensembles. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une partition? Une partition de E en N sous-ensembles. En effet, si on a donc cherché la partition de E, c'est comme si on prend l'ensemble E et on le découpe en plusieurs morceaux. A1, A2, A3 jusqu'à AN. Alors la famille des sous-ensembles A1, A2, A3 jusqu'à AN représente une partition de E si et seulement si elle vérifie les trois propriétés suivantes. La première propriété, c'est que aucun des sous-ensembles de A1 à AN n'est vide. C'est-à-dire, si je prends un sous-ensemble quelconque, donc quel que soit I un entier de 1 à N, si je prends un sous-ensemble quelconque AI, alors il doit être différent de l'ensemble vide. La deuxième propriété, c'est que les sous-ensembles de A1 à AN sont 2 à 2 disjoints. C'est-à-dire, si je prends deux sous-ensembles quelconques, alors quel que soit I un entier de 1 à N, quel que soit J un entier de 1
AN. Si I est différent de J, alors forcément AI et AJ sont disjoints, c'est-à-dire l'intersection de AI et AJ égale l'ensemble vide. Il n'y a aucun élément en commun. La troisième propriété, c'est que tous les sous-ensembles de la famille A1 jusqu'à AN recouvrent l'ensemble E. C'est-à-dire, si je fais la réunion de I égale 1 à N, de tous les sous-ensembles AI, je trouverai l'ensemble E. Alors, cherchons maintenant les partitions de E en deux sous-ensembles. C'est-à-dire, cherchons une famille de deux sous-ensembles qui vérifient les trois propriétés de la partition. Donc, E qui est égal à B, C. Donc, une partition de E est en deux sous-ensembles et A, B, union disjointe, puisque on parle d'une partition et on sait que les sous-ensembles sont disjoints, alors on peut utiliser le symbole de la réunion disjointe. Alors AB union disjointe C est une partition de E, puisque tous les deux sous-ensembles sont différents de l'ensemble vide. Ils sont tous les deux, enfin, ces deux sous-ensembles sont disjoints et la réunion de ces deux sous-ensembles donne l'ensemble E. Ou encore AC, le sous-ensemble AC, union disjointe, le sous-ensemble qui contient un seul élément qui est B. Ou encore BC, union disjointe A. Alors la deuxième question, c'est déterminer toutes les partitions de E en trois sous-ensembles. Alors la question, c'est combien de partitions possibles en trois sous-ensembles pour un ensemble qui contient seulement trois éléments. Alors la réponse est une seule partition qui est donc la réunion disjointe des singletons. Voilà. Alors pour l'exo 1.14, ce sont les mêmes questions pour E qui contient 4 éléments A, B, C et D. Donc la première question, on va chercher les partitions de E en deux sous-ensembles. Alors on a AB union disjointe C, D. On a encore AC union disjointe, donc on peut s'écrire E égale AC union disjointe B, D, AD union disjointe B, C. Alors, A union disjointe A, B, C, D. B union disjointe A, C, D. C
union disjointe A, B, D, D, union disjointe A, B, C. Donc voilà les partitions de E en deux sous-ensembles. Alors maintenant, les partitions de E en trois sous-ensembles. Alors en trois sous-ensembles, on pourra avoir A, union disjointe B, union disjointe C, D. Ou encore A, union disjointe C, union disjointe B, D. A, union disjointe D, union disjointe B, C. B, union disjointe C, union disjointe A, D. Encore, donc on a C, union disjointe D, union disjointe A, B. B, union disjointe D, union disjointe A, C. Donc voilà les différentes partitions de E en trois sous-ensembles. Ainsi, cette vidéo est finie. Donc on a fini le TD1 du chapitre 1 des mathématiques discrètes. J'espère que j'étais claire. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions par mail. Donc je vous donne mon adresse mail. amel.sgayer, S-G-H-A-I-E-R, u-picardie.fr. Donc je vous dis bon courage et à bientôt.